Je suis très heureux, en tout cas, avec tous mes amis du bureau de l'Alliance, d'organiser cette rencontre que nous organisons après 30 mois pratiquement d'absence physique de l'Alliance, mais l'Alliance a été constamment présente, notamment pendant la période de la pandémie, par ses productions, par sa force de proposition. Nous avons accompagné toute la crise par des mesures que nous avons proposées, qui ont été largement prises en considération par le gouvernement précédent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour renouer avec notre dynamisme habituel, notre travail suggestif et notre travail de proposition, de mesures que l'Alliance a toujours été généreuse d'offrir. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Je m'adresse particulièrement au comité scientifique qui a travaillé sur le contenu de cette rencontre. Je m'adresse aussi à tous les membres du bureau qui ont veillé à l'organisation logistique de cette rencontre. Je remercie particulièrement Adil et son équipe. Je remercie Hassan Sentissi également pour son appui. Je remercie tous les membres du comité exécutif du Parti de l'Istiqlal ici présent et les membres du comité central qui sont venus donc écouter, participer et donner leur point de vue sur des choses que nous allons discuter ce soir. Merci Fatiha pour l'appui habituel que tu as apporté à l'organisation de cette rencontre. Donc après tant d'absence, nous voilà, ou nous revoilà, réunis pour discuter d'un sujet préoccupant, un sujet qui concerne les leviers de relance. Dans une phase où nous connaissons une espèce de stagflation, donc on ne le veut pas, il y a une inflation abyssale, il y a une croissance qui est presque à zéro, on nous annonce 0,8 pour 2022, mais ça, c'est notre pays, on n'est pas les seuls. Il y a une récession mondiale. Il y a donc un ensemble de dimensions de la crise. Il y a bien sûr la crise en Ukraine, il y a la sortie de la crise, en tout cas j'espère que c'est une bonne sortie de la crise Covid-19. Il y a les changements climatiques et la sécheresse qui sévit et que nous subissons au niveau particulièrement de l'alimentation en eau. Il y a la dette, l'endettement des États, l'endettement des ménages, l'endettement des entreprises, conséquence toujours de cette crise. Mais il y a aussi d'importantes opportunités qui se profilent, qui sont aussi la résultante positive de toutes ces crises. Les capitaux européens commencent à bouger de l'Est vers l'Ouest. Des opportunités d'investissement s'offrent à nous pour les attirer. Hier, j'ai eu le plaisir d'assister à une présentation de notre ami, M. le ministre Riyad Mansour, et membres de l'Alliance, sur tous les projets qui ont été lancés pendant cette période de crise et qui vont commencer à donner leurs fruits, et d'autres qui sont à venir. Donc, quand on voit ça, quand on voit les orientations de Sa Majesté, dans son discours, dans le modèle de développement, également ses derniers discours. Quand on voit le programme du gouvernement
et Monsieur le ministre va nous en parler aussi. Donc, il y a de quoi être optimiste. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de dire que les leviers de croissance sont nombreux, qu'on n'a presque pas le choix, le loisir ou le plaisir de choisir. Nous devons actionner tous les leviers de croissance qui se présentent à nous, qu'il s'agisse du renforcement de l'offre, qu'il s'agisse de l'action sur la demande, et quand je dis l'action sur la demande intérieure, comprenant les investissements publics et privés, mais aussi la demande intérieure, comprenant la demande des ménages, pour qu'on puisse utiliser et compter sur cette demande des ménages. Il faut qu'on préserve et qu'on améliore leur pouvoir d'achat. Des propositions seront données dans ce sens dans la deuxième partie de cette rencontre. La première partie de cette rencontre, nous allons la consacrer un petit peu à une analyse du contexte international, l'effet de la situation de ce contexte international sur le monde, sur le bassin méditerranéen dont nous faisons partie. Monsieur le Président, le parlementaire, et secrétaire général de l'AEDC, par son expérience, par sa présence au niveau de l'Union européenne, par ses suggestions qu'il a faites justement dans ce sens, va enrichir un peu notre réflexion à ce niveau-là. Monsieur le ministre et secrétaire général, Sénézar Baraka, va également nous faire part de ce qui a été fait par le gouvernement pendant 12 mois d'exercice. Inch'Allah, 12 ans, c'est de bon augure. Donc, 12 mois d'exercice sur ce qui a été fait pour contrer cette crise, pour réduire son impact, mais aussi ce qui est envisagé pour donc améliorer les choses. La deuxième partie de cette rencontre sera réservée à un débat, je dirais, des membres de l'Alliance et des amis de l'Alliance. Donc nous ferons une petite pause de 5 minutes et vous aurez un panel d'experts, de politiciens. Je citerai les noms. Donc, des 4 panélistes qui seront là dans cette deuxième partie de la soirée. Donc, c'est Madame Kenza Alaoui, qui est directrice générale de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est Monsieur Hicham Haïd, qui est parlementaire du Parti de l'Istiqlal et président de la Fédération Plasturgie à la CGM. C'est Monsieur Mohamed Ktani, qui est expert consultant, un ancien directeur général de banque, et qui est membre du bureau de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Puis, notre Amir San Msharafi, qui est directeur d'une société de high-tech et membre du bureau de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Le panel sera animé par Rachid Hallaoui, que vous connaissez, qui est un éditorialiste, un grand journaliste. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à notre honorable invité pour donc nous faire part un peu de sa réflexion, de ses propositions, de ce qu'il a fait pour essayer de débloquer certaines choses au niveau notamment de la relation nord et sud de la Méditerranée. À vous la parole. Merci. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Premier étude, je veux dire que je suis très heureux d'être après 2 ans en retour au Maroc, spécialement ici à cette fascinante ville de Casablanca. Et merci à l'Alliance des économistes de l'Istiqlal, de la CIS, et à vous tous pour l'invitation. Et je suis aussi très honoré parce qu'il y a ici 2 qui sont été très bons ministres. Si je me rappelle, une de tourisme, l'autre de l'énergie. Une ministre actuelle de solidarité et de la femme
et mon ami, le ministre Nissar Baraka de l'équipement et de l'eau. Notre amitié a commencé il y a des années, quand on était à la jeunesse de notre parti. Ce matin, on était heureux de retrouver avec la jeunesse de l'Istiklal. Je disais que toujours j'aime de dire qu'il y a 2 jours, j'étais membre de la jeunesse de mon parti, le Partido Popular en Espagne. Et je suis très honoré, comme je dis, d'être parmi vous. Si je dis quelque chose qui choque, je m'excuse parce que j'ai perdu les lunettes ce matin. Donc, je dis ça en avance. Bon. J'arrive directement de Bruxelles, du Parlement européen. Durant les 7 derniers mois, la guerre d'Ukraine était au centre de toute notre préoccupation. C'est actuellement l'une des plus grands défis de l'Union européenne, mais malgré tout, nous essayons de ne pas oublier nos partenaires du Sud. Crucial pour l'avenir de l'Union européenne. D'ailleurs, moi-même, comme rapporteur de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen pour le voisinage Sud, je fais approuver un rapport avec des recommandations de la part du Parlement européen destinées à la Commission européenne, et c'est dans le but de renforcer nos relations entre les pays de la Méditerranée. Mais avant d'élaborer sur les relations entre l'Europe et les voisinages du Sud, je souhaiterais partager avec vous mon analyse de la situation géopolitique actuelle. Je parle ici non seulement comme une Européenne, mais aussi comme Espagnol, membre du Parlement. Le 24 février dernier restera gravé à jamais dans l'esprit des Européens. Après 70 ans de paix sur notre continent, la guerre a fait son retour de la manière la plus brutale qui puisse exister. L'Europe a très rapidement durci les temps. Les 27 pays ont directement annoncé des sanctions jamais adoptées auparavant. Et l'Union européenne a pris la décision d'envoyer les armes aux Ukrainiens. Il était clair dès le départ de ce conflit que Poutine pensait finir très rapidement, allait se prolonger. Et que toutes les solutions que nous, Européens, allions prendre devraient être réfléchies et durables. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'une guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit d'une guerre contre notre sécurité énergétique, contre nos économies, contre nos valeurs et contre notre avenir. Nous ne pouvions simplement pas accepter qu'un État comme la Russie s'attaque à un autre pays indépendant et souverain. Il est clair que la Russie cherche à réécrire les règles de l'ordre international par la guerre, et nous ne pouvons simplement que l'accepter. L'Union européenne se renforce chaque fois qu'elle fait face à une crise. Et de chaque crise à laquelle nous sommes confrontés, nous réagissons plus rapidement. Il y a 15 ans, lors de la crise financière, il nous a fallu des mois pour trouver des solutions durables. Quelques 10 ans plus tard, lorsque la pandémie nous a frappés, il ne nous a fallu que de quelques semaines. Mais cette année, de l'instant où les troupes russes ont franchi la frontière ukrainienne, nous avons immédiatement et fermement répondu en représentant un front uni. L'Europe n'est pas le premier continent que la Russie a essayé de déstabiliser. Nous avons pu voir cela en Syrie, où la Russie soutient un régime criminel. Elle a d'ailleurs, par ces moyens, essayé de se crédibiliser comme un acteur politique, économique et stratégique dans toute la région. Non seulement la Russie est le principal pourvoyeur d'armes pour certains pays de la région d'Afrique du Nord.
et du Moyen-Orient, mais elle utilise également des pions bien spécifiques pour déstabiliser la région, tel ce que fut le cas en Libye et au Sahel, à travers des mercenaires qu'on connaît comme le groupe Wagner. La situation en Europe aujourd'hui ne sert pas facile, mais nous travaillons fortement pour trouver des alternatives au gaz russe afin de diminuer notre dépendance. Comme partout, nos économies sont sous pression. L'inflation atteint de nouveaux records, le prix des produits alimentaires et de l'énergie explose. Les mois à venir ne seront pas faciles pour personne, pour pays. Que ce soit pour les familles qui peinent à joindre les deux bouts ou pour les entreprises confrontées à des choix difficiles pour l'avenir. Mais je reste convaincu que la crise énergétique connaîtra une fin. En revanche, d'autres crises sont là pour durer. Je pense notamment au changement climatique qui risque de mettre à rude épreuve différents secteurs cruciaux à la survie de notre humanité. Pour exemple, je pense que le monde entier a fait l'expérience de sécheresse pendant les derniers mois. Nos agriculteurs ont été fortement impactés. Il est clair que ce genre de phénomène ne s'arrêtera pas, mais bien au contraire, s'accentuera avec le temps. 30 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre froide. Et nombreux sont trop jeunes pour savoir ou sont déjà oubliés à quoi ressemblait la guerre froide et comment les États-Unis ont mené le monde libre à la victoire. La combinaison de la force militaire et de la pression idéologique qui a conduit à la victoire sera maintenant de nouveau nécessaire. Cette nouvelle guerre froide exigera de nous tous une discipline et solidarité sans précédent. Et cette fois-ci, l'Europe a besoin pas seulement des États-Unis, mais de tout le partenariat sud pour y arriver. Cette nouvelle époque dans laquelle nous vivons est caractérisée par le fait que des certitudes que nous pensions jusqu'ici immuables se sont évaporées. Les sentiments de sécurité en Europe et dans le monde que nous perdons progressivement est une menace croissante de nos libertés. En plus, la Russie met en question un principe fondamental de notre système international, le principe de la souveraineté. On ne peut pas jouer avec la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays. Malgré tout cela, et malgré tous les changements et surprises de cette période incertaine, comme la guerre en Europe, il y a quelque chose qui ne changera pas entre nos pays. C'est le fait de continuer à être voisins. Certes, parfois dans ce voisinage, il y a des défis. Nous ne pouvons pas nous accorder sur tout. Mais de l'autre côté, c'est justement en raison de cette proximité que nous devons saisir toutes les opportunités dans le respect et la cordialité. Nous défendons et croyons dans les relations de voisinage saines, fortes et vigoureuses. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avant tout, une confiance mutuelle, le respect institutionnel, la coopération et la collaboration continue. Les relations hispano-marocaines sont d'une importance primordiale. On ne partage pas seulement une longue frontière maritime, mais aussi une frontière terrestre. On a une responsabilité de mener une politique extérieure solide, sans surprise et toujours basée sur la loyauté et la confiance. Nous nous devons d'être de loyaux voisins l'un vers les autres, car nous partageons toujours des défis communs. Pour certains, ceci est une évidence, mais nous vivons dans un monde inter- et hyperconnecté. Vos problèmes sont nos problèmes, et nos problèmes sont vos problèmes.
Le retour de la guerre en Europe nous a appris beaucoup de choses. L'une des plus importantes est que les décisions unilatérales peuvent avoir des effets pervers, imprévisibles et incontrôlables. La plus grosse erreur du gouvernement russe, à mon avis, a été de ne pas comprendre le paradigme actuel de relations entre le peuple et le gouvernement, qui tourne autour de l'interdépendance mutuelle de nous tous. Au tableau de la géopolitique et des relations internationales mondiales, le Maroc et l'Espagne sont appelés à jouer un rôle très important en tant que garante de la stabilité dans cette région du monde. Et pour réussir dans ce rôle, nous devons travailler ensemble pour l'assurer. Dans chaque crise, je suis né américain, donc c'est ma part américaine qui dit que dans chaque crise, il y a une opportunité. Ainsi, nous devons revitaliser la coopération régionale et améliorer les relations dans le pourtour méditerranéen. Dans le rapport partenariat renouvelé avec le voisinage méridional, approuvé 15 jours plus tôt lors de la session plénière de Strasbourg, je mets l'accent sur le commerce, la promotion des investissements et le soutien de la croissance économique dans la région. Parallèlement, nous voulons soutenir un accès plus large à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, afin que les jeunes du pays du voisinage sud jouissent de réelles perspectives d'accès à l'emploi et d'une intégration socio-économique effective. Nous soulignons également l'importance d'attendre l'accès au programme Erasmus et Erasmus+, aux participants du pays de voisinage méridional et d'augmenter les financements alloués à ces échanges, tout en empêchant que cette mesure ait une coïncidence négative sur le voisinage méridional en raison du phénomène de fuite des cerveaux. On rappelle l'importance de la mobilité circulaire, y compris le sens sud-sud et le partenariat pour la mobilité, afin que les professionnels des pays du voisinage méridional aient des possibilités concrètes d'enrichir et d'entendre leur formation et leurs compétences professionnelles dans l'Union et de retourner dans leur pays d'origine pour partager et développer des connaissances. Les recommandations comprennent des changements climatiques, la relance après la crise du coronavirus, la politique numérique et l'énergie. Un nouveau modèle commercial fondé sur les sources d'énergie renouvelables où l'accès à ces sources joue un rôle essentiel dans la neutralité climatique du voisinage méridional et de la protection de celui-ci contre les effets du changement climatique. Seulement avec vous, le Maroc, et les autres voisins du Sud, l'Union peut atteindre ses objectifs de neutralité climatique. Le dialogue et la coopération dans la région sur la gestion durable de l'eau, y compris la technologie et l'accès à l'eau, les économies d'eau, les eaux récupérées et des dispositifs de dessalement utilisant une énergie renouvelable sont primordiales pour nous tous. Merci, Nissar, parce que j'ai écouté ce matin toutes les prévisions et tout ce que ton ministère fait maintenant sur ce sujet aussi crucial pour ce pays. Et ça, c'est très important pour nous. Je pars à Bruxelles lundi prochain avec des messages sur ce qui se passe ici. Je pense qu'un des plus grands succès de coopération entre les pays du pourtour méditerranéen, ce sont les accords entre le Maroc et l'Israël. Je ne parlerai pas d'accords de normalisation car vos deux pays ont toujours eu des liens historiques très forts. Nous avons pu voir à quel point ces accords ont été bénéfiques dans les différents domaines, que ce soit économique, sécuritaire, de l'éducation, innovation. Dans ce projet de partenariat renouvelé avec les voisinages méridionaux, l'Europe veut aussi soutenir l'augmentation dans la région des investissements dans les sources d'énergie renouvelables, telles que le lien
le solaire et l'hydrogène vert, que c'est aussi avec les accords. Nous devons financer la transition vers une économie numérique et la neutralité carbone. Il nous faut un environnement propice aux entreprises, une main-d'œuvre ayant les compétences recherchées et un accès aux matières premières dont nos industries ont besoin. Notre compétitivité future en dépend de cette collaboration. Je suis tout à fait conscient que nous avançons pas tous à la même vitesse, mais nous avons tous le même objectif. Nous devons éliminer les obstacles qui freinent nos entreprises d'investir dans les deux côtés de la Méditerranée. Les entreprises doivent être au centre de cette transformation, car ce sont elles le moteur de l'industrie. Et elles ont toujours fait passer leurs salariés en premier, y compris en période de crise. Nous voulons collaborer étroitement avec les entreprises, car ce sont elles qui savent le meilleur de quelle main-d'œuvre qualifiée ils ont besoin pour aujourd'hui et pour demain. Et nous devons mieux faire coïncider ces besoins avec les aspirations et d'objectifs professionnels des demandeurs d'emploi. Je vous félicite pour le mémorandum Maroc-Nigeria, signé au mois de septembre, sur la construction d'un gazoduc. C'est une très bonne nouvelle aussi pour l'Europe. Le gazoduc sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Ce type d'investissement permettra d'approfondir nos relations et notre coopération. Cette conférence et 10 ans d'autres interactions diplomatiques démontrent le grand momentum de la diplomatie marocaine. Même dans le cadre de tensions régionales, le Maroc est conscient de son importance géopolitique. D'ailleurs, dernièrement, Sa Majesté le roi Mohamed VI a récemment annoncé sa participation au sommet de la Ligue arabe à Alger. Le jeu est important. Unifier les pays arabes autour d'une vision commune de paix, retrouver de prospérité et de travailler ensemble à surmonter les divisions et dissensions. Lorsque nous observons l'état du monde aujourd'hui, on doit se rappeler que notre avenir s'est construit avec des idées nouvelles, tout en étant fondé sur nos valeurs les plus anciennes. Le système international que les nations du monde ont construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de s'effondrer. Il est de la responsabilité de tous d'œuvrer pour la paix. Mais une paix durable, une sécurité, une justice et un progrès économique pour tous. Nous devons repenser notre politique étrangère. C'est le moment d'investir dans le pouvoir de démocratie de tous nos partenaires qui partagent les mêmes valeurs, à savoir dans chaque nation démocratique de ce monde. Ce n'est qu'en mobilisant notre pouvoir collectif que nous approfondirons nos liens et renforcerons nos relations. Pour finir, au cours de 10 dernières années, j'ai réussi à convaincre la présidence de mon parti à investir à travers d'un partenariat politique avec le RNI et avec l'Istiklal dans les relations avec le Maroc. Une des fruits de ce partenariat est la visite à la fin du mois d'août d'une grande délégation de la jeunesse du Parti populaire européen qui tient à renforcer également ses liens avec la jeunesse istaklénienne et celle du RNI. Comme d'habitude, j'y viens ici un ami qui croit dans le potentiel de relation entre l'Espagne
et l'Union européenne avec le Maroc, mais aussi avec la région dans son ensemble. Investir dans notre jeunesse, dans tout le sens du terme, c'est assurer un meilleur avenir pour tous, car nos enfants sont le futur. C'est aussi assurer des bases solides pour un partenariat durable, pour un avenir prospère et la paix pour tous. Comme je finis toujours mes discours en Espagne, je dis, mes deux filles, petites filles, je vois, je suis sûr que tout le monde ici, qu'au futur, vivront dans une situation mondiale plus stable, démocratique. Je ne veux pas que ce soit le Parti communiste de la Chine à dicter le futur de mes filles. Je n'ai aucune chose en contre le commerce avec la Chine, tout le commerce que tu veux, mais le futur de mes filles, non. Et je pense que tout le monde pense la même chose. On doit défendre la démocratie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une lutte équitable. On lutte contre le régime proche aussi du Maroc, de l'Espagne, autour de nous tous. Mais à la fin, comme ça passait avec la première part de la guerre froide, à la fin, la victoire sera la nôtre. Merci beaucoup. Donc, sans transition, je donne la parole à Isa Baraka, Monsieur le ministre et secrétaire général du Parti d'Istiqlal. À vous la parole. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le président de l'Alliance et président de la région Casa-Stad, Monsieur le président d'honneur de l'Alliance, Monsieur Antonio Lopez, qui est le secrétaire général de l'Internationale démocratique du Centre, qui regroupe des dizaines de partis d'Europe, bien sûr avec le Parti populaire européen, dont il est également parlementaire, mais qui regroupe aussi les partis d'Afrique, les partis d'Asie et les partis d'Amérique latine, et qui regroupe tous les partis qui partagent les valeurs en fait du centre et du centre droit. Et en même temps, Monsieur Antonio Lopez, qui est un grand ami, et il a été pendant 20 ans secrétaire général du Parti populaire européen, et en même temps, je dirais, il a toujours été d'un grand soutien en fait pour la vision que nous partageons tous pour une Euro-Méditerranée prospère, et un véritable soutien également aux causes que nous défendons et un véritable appui au Parti d'Istiqlal, puisque nous avons signé dès 2010 un accord de partenariat avec le Parti populaire européen et nous avons adhéré à l'Internationale démocratique du Centre dès 2004. Et c'est ce qui fait que cette relation est forte et on est très heureux de pouvoir poursuivre dans ce cadre-là. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Messieurs les membres du comité et Madame les membres du comité exécutif du Parti d'Istiqlal, les Messieurs et Madame les députés, Messieurs également les élus et Madame les élus également, et évidemment tous les membres de l'Alliance de l'Alliance des économistes istiqlaliens, sans parler bien sûr de tous nos amis de la presse ici présents. Et je voudrais, si vous permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire que je voulais tout d'abord vous remercier les membres de l'Alliance. Il y a quel membre qui... Pardon, le micro. Voilà, tournez de l'autre côté. Donc, les membres de l'Alliance, je voudrais les remercier d'être présents ici parmi nous, mais aussi d'avoir joué un rôle très important pendant la campagne électorale en travaillant et en appuyant le Parti d'Istiqlal pour l'élaboration de son programme, pour l'élaboration également de notre proposition pour le nouveau modèle de développement. Et je suis sûr que beaucoup de gens ici présents sont heureux de retrouver
je dirais, beaucoup des mesures et en même temps des propositions qui avaient été faites dans le cadre du programme électoral, les retrouver dans le cadre du programme gouvernemental que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et encore une fois, merci. Je voudrais, si vous permettez, pour aborder le sujet, vous dire que, évidemment, en arrivant au gouvernement, nous avons été affrontés à un certain nombre de chocs. Le choc, évidemment, qui avait démarré, qui s'est poursuivi, qui est la crise sanitaire. Le choc climatique avec une sécheresse aiguë, c'est la pire sécheresse qu'a connue le Maroc depuis l'indépendance. Et sans parler, bien sûr, du choc lié à la guerre en Ukraine et également à ses répercussions donc, au niveau mondial. Il faut dire, sans parler, bien sûr, et ça a été rappelé par mon ami Antonio Lopez, sans parler de la reconfiguration qui est en cours. Et on a des éminents spécialistes parmi nous aujourd'hui du nouvel ordre mondial. Et on est en pleine recomposition, finalement, donc, du monde et qui rendent les choses encore plus complexes pour pouvoir donc se positionner et prendre sa place et la place qu'on mérite dans le cadre de ce nouvel ordre mondial. Tout ça fait qu'aujourd'hui, en fait, évidemment, la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine nous a particulièrement affectés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la flambée des prix de première nécessité, notamment les prix des produits pétroliers et également les prix des céréales. Et vous savez que le Maroc est importateur, surtout cette année où nous avons eu une sécheresse particulièrement importante, avec une crise alimentaire qui se profile à l'horizon et qui aussi a des impacts énormes sur un certain nombre de pays. Il se trouve que notre pays a eu la chance en fait d'avoir une diversification de nos sources de production et de nos sources d'importation, et que je dirais l'Ukraine et la Russie ne représentaient que 25% finalement de nos importations, donc ce qui nous a permis de subir un peu moins ce choc, mais il n'en demeure pas moins que le choc est là puisque les prix ont explosé au niveau mondial. Et puis, bien sûr, le risque de ralentissement économique mondial qui commence à se faire valoir avec une baisse et une récession aujourd'hui dont on parle, qui va nécessairement affecter la demande internationale adressée à notre pays et auquel également il faudra faire face. Et nous avons considéré que pour pouvoir véritablement répondre, et c'est l'objet de mon propos aujourd'hui, nous allons fêter bientôt 1 an donc, au gouvernement, et il est important d'être dans une logique de reddition des comptes et d'expliquer qu'est-ce que nous avons fait pour faire face à ces effets, je dirais, négatifs et à ces enjeux majeurs que nous avons au niveau international. Et nous avons considéré qu'il était essentiel pour faire face en fait à cette crise et pour saisir aussi les opportunités qui se présentent grâce à cette crise, d'agir sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la stabilité et de la résilience, parce que nous considérons et nous avons considéré qu'il était essentiel de soutenir la demande et de répondre en fait aux différentes urgences liées à la crise hydrique, liées également à la crise alimentaire, pour pouvoir, je dirais, donc maintenir et stabiliser et renforcer en fait la stabilité du pays. Deuxième axe sur lequel nous avons agi, c'est l'équité et la solidarité qui étaient inscrites dans le cadre de notre programme électoral et dans le programme gouvernemental à travers ce qu'on a appelé l'État social et le renforcement de l'État social, en fait, c'est l'État-providence, en renforçant en fait la protection sociale et en veillant à une meilleure réduction en fait des disparités territoriales. Et le troisième axe sur lequel nous avons agi, et là, si vous permettez, je voudrais qu'on explique et que j'expliquerai ensuite le concept, c'est en fait agir dans le sens de renforcer notre souveraineté nationale, et de l'élargir également dans une logique de souveraineté régionale. Et je vais expliquer un peu tous ces éléments. Alors, concernant donc le premier axe qui est stabilité et résilience,
l'un des premiers points que nous avons eu donc à porter et à mener, ça a été le soutien au prix des produits de première nécessité, des produits de première nécessité. Nous avons doublé la compensation, qui était de 16 milliards, on est passé à 32 milliards de dirhams, pour veiller à ce que les prix d'un certain nombre de produits essentiels qui étaient subventionnés dans le cadre de la compensation, qui sont le prix du gaz, pour que la bonbonne de gaz reste à 40 dirhams au lieu de passer à 140 dirhams, pour que également le prix du sucre ne double pas, que le prix de la farine n'augmente pas de manière sensible. On a mis 10 milliards de dirhams pour maintenir le prix donc de la farine et par conséquent le pain pour qu'il reste à 1,20 dirham au lieu de passer à 2 dirhams. Et nous avons également donc introduit ce qu'appellent certains le bouclier, je dirais, énergétique, électrique dans notre cas, et qui a été le fait de maintenir les prix de l'électricité stables au moment où ils ont augmenté de 70%, de plus de 100% dans un certain nombre de pays, puisque le prix du charbon avait largement quadruplé, voire quintuplé pendant une période, et qui est l'essentiel en fait de source de production d'électricité, M. le ministre de l'Énergie le sait, donc au niveau de notre pays. Donc là, nous avons considéré qu'il était essentiel d'agir pour pouvoir faire en sorte à ce que, je dirais, ces produits ne connaissent pas une augmentation majeure et par conséquent qu'on n'affecte pas encore plus, je dirais, le pouvoir d'achat des citoyens. Nous avons également considéré qu'il était essentiel d'agir pour essayer de casser, je dirais, la transmission des effets inflationnistes. Comme vous le savez, nous avons une inflation importée à travers les produits des hydrocarbures, et cette inflation importée aurait pu avoir un impact beaucoup plus important. On a une inflation qui est autour de 6,5%, elle aurait pu être de 10-12% si on n'avait pas agi de la sorte. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons subventionné en fait le transport. Nous avons subventionné le transport en commun pour que le prix de l'autobus n'augmente pas. Nous avons subventionné le transport des voyageurs. Nous avons subventionné également, je dirais, le transport des marchandises pour éviter qu'il y ait une augmentation massive des prix au niveau des marchés et par conséquent réduire l'impact de l'augmentation donc des prix des hydrocarbures et donc de l'essence et du gazoil donc sur le citoyen et par conséquent réduire et limiter la transmission des effets inflationnistes liés à cette inflation importée. Nous avons également considéré qu'il était essentiel de subventionner les prix des livres scolaires publics au niveau du primaire et du collège pour qu'il n'y ait pas un impact majeur également pour la rentrée scolaire, pour la classe moyenne et pour les citoyens de manière plus globale. Et nous avons par ailleurs, pour essayer de renforcer encore plus la stabilité, mis 10 milliards de dirhams sur impulsion royale pour soutenir les agriculteurs qui ont subi de plein fouet les effets de la sécheresse et 1 milliard d'euros donc, qui ont été donnés pour pouvoir soutenir les agriculteurs et notamment les petits agriculteurs pour faire face, je dirais, à cette sécheresse. Et puis, nous avons aussi veillé pour qu'il n'y ait pas de problème majeur à répondre à une problématique qui se profilait, et je dois dire que nous avons anticipé la sécheresse qu'on a connue, puisque dès le mois d'octobre, nous avons annoncé qu'il y avait un risque de sécheresse, et dès le mois de décembre, début décembre, nous avions signé un accord avec l'ensemble des régions concernées, à travers les différents bassins qui subissaient, je dirais, les effets de la sécheresse, pour pouvoir y faire face. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé des stations de dessalement. Casablanca va avoir la plus grande station de dessalement donc, du Maroc avec 300 millions de mètres cubes. Nous avons démarré déjà, grâce à l'Office chérifien des phosphates, le dessalement de l'eau pour Safi et également El Jadida, qui rentreront, je dirais, en exercice dès le mois de décembre et début mars pour El Jadida. Nous avons également trouvé des solutions alternatives au niveau de la région de l'Oriental, au niveau de la région du Tensif, de Marrakech, etc. Et nous avons aussi mis en œuvre la station de dessalement d'Agadir au mois de février. Et aujourd'hui, le Souss n'a pas de problème, alors que, vu la pluviométrie
et le faible, je dirais les barrages, aujourd'hui on a moins de 4 milliards de mètres cubes. Je vous donne une idée, alors qu'on a une capacité de 19 milliards de mètres cubes. Et tout ça, évidemment, nous a permis, sans parler évidemment des camions-citernes, et nous avons ramené l'eau à 2 700 000 personnes tous les jours pour qu'ils aient de l'eau à boire. Et ça, évidemment, ça rentre dans le cadre de la stabilité et dans le cadre aussi de répondre aux besoins des citoyens en matière d'eau, qui est un besoin essentiel et important. Évidemment, cela s'est fait également dans le cadre aussi de cet arbitrage qu'on a dû faire entre agriculture et également eau potable. À côté sans parler évidemment, dans le cadre de ces effets et de ces mesures que nous avons prises, nous avons aussi considéré qu'il était essentiel de ne pas se limiter à soutenir, je dirais, les prix. Nous avons considéré qu'il était essentiel aussi de donner du revenu. Comment on va donner du revenu? D'abord en augmentant le salaire minimum au niveau de la fonction publique, mais aussi au niveau du secteur privé, qui a été augmenté le SMIC de 5% cette année et de 5% l'année prochaine en septembre. L'augmentation du SMAC, donc le salaire minimum agricole, de 10%. Et nous avons également, et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de cette loi de finances 2023, nous allons baisser l'impôt sur le revenu pour pouvoir, je dirais, soutenir le pouvoir d'achat de l'ensemble des classes de la société, notamment des classes moyennes, et nous allons également élargir la part exonérée pour augmenter l'exonération pour qu'un ménage ou un citoyen qui touche l'équivalent de 450 € puisse être exonéré d'impôts. Et à côté de cela, nous avons également considéré qu'il était essentiel dans le cadre de cette action, en plus de l'amélioration également des revenus, d'agir sur un axe important qui est la création d'emplois. D'abord, il faut rappeler, et ça c'est quelque chose d'important, c'est que nous avons veillé à maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. C'est-à-dire que nous avons augmenté nos dépenses de compensation sans pour autant, je dirais, aggraver le déficit. Même le déficit va être plus faible que ce que nous avions prévu. Et nous avons fait cela grâce à l'amélioration des recettes fiscales, qui ont été importantes, liées au bon comportement de l'impôt sur les sociétés en particulier, et liées aussi à la TVA, grâce à la TVA importée. Mais il faut rappeler que cette TVA importée, les recettes de la TVA importée en matière énergétique, a été réorientée vers l'aide aux transporteurs et une partie vers la caisse de compensation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons bénéficier d'une réduction du compte de déficit public. Nous allons bénéficier aussi d'une réduction du compte courant grâce à l'OCP, ses exportations, et à l'automobile qui continue également son développement, et également les autres secteurs des produits agricoles également, voilà, et industriels, et des services, et le tourisme qui a repris, qui a aidé aussi à maintenir nos réserves de change à 6 mois d'importation de biens et services dans un contexte aussi compliqué que nous sommes en train de vivre. Mais au-delà de ces éléments, je voudrais ajouter un point. C'est qu'il est important d'agir pour améliorer le revenu de ceux qui ont un emploi. Mais il est aussi important de préserver l'emploi. Et donc nous avons soutenu la petite et moyenne entreprise pour qu'elle maintienne en fait ses emplois grâce aux appuis et au prolongement des crédits relance, etc. Et nous avons pris des mesures, notamment pour les secteurs du bâtiment travaux publics, pour pouvoir permettre à ces entreprises d'ajuster les prix. Et je tiens à vous dire, pour ceux qui sont dans le secteur, c'est que nous révisons les prix tous les 15 jours. On n'a jamais atteint ce rythme, c'était tous les 2 mois, tous les 15 jours, pour pouvoir avoir un ajustement également des marchés publics. Et nous avons décidé de leur donner la possibilité de prolonger de 6 mois, je dirais, la réalisation des marchés, sans qu'ils ne paient aucune pénalité. Et nous avons aussi
on leur a permis de récupérer leur caution provisoire pour qu'ils puissent aussi bénéficier du financement. Donc, au-delà de ce qui a été fait également pour la petite et moyenne entreprise, je vous parlerai aussi de ce que nous sommes en train de faire avec le décret sur les marchés publics qui sortira le mois prochain. Nous avons, à côté de cela, et ça c'est un élément important, mis l'accent sur l'emploi. En maintenant l'investissement. On a augmenté nos dépenses de compensation et pour autant l'investissement est resté au même niveau. Pire, nous avons veillé à accélérer le rythme d'exécution des dépenses d'investissement de l'État, qui a augmenté de manière, une augmentation à 2 chiffres, ce qui montre véritablement qu'il y a une volonté majeure de la part de l'État de soutenir l'emploi à travers ces investissements publics et en même temps de répondre aux attentes des populations au niveau des infrastructures et au niveau des autres types d'investissements tels que les zones industrielles, etc., etc. Et à côté de ça, nous avons lancé le programme Aorash. Le programme Aorash, il faut être clair, c'est 125 000 personnes qui vont en bénéficier cette année et 125 000 personnes l'année prochaine. C'est sur 4 mois. L'idée, c'est surtout d'aider, de donner une bouffée d'oxygène à nos jeunes qui se retrouvaient sans emploi. Sans parler, bien sûr, du programme Força, pour aider les jeunes à créer leur propre entreprise, et Intelaka qui continue de pied ferme pour pouvoir répondre en fait à cette volonté, cette envie de création d'emplois parmi les jeunes. Et aujourd'hui, il faut le dire, les 6 premiers mois ont été particulièrement, je dirais, générateurs d'emplois, puisque au niveau des secteurs autres que l'agriculture, nous avons généré plus que 240 000 emplois en 6 mois. Et vous vous souvenez que dans le programme gouvernemental, on parlait d'1 million d'emplois sur les 5 ans. Donc aujourd'hui, en tout cas, pour les 6 premiers mois, on est sur la bonne voie pour poursuivre dans ce cadre-là. Et en intégrant les pertes d'emplois dans le domaine agricole, on est à plus 130 000 emplois, donc au cours des 6 premiers mois. Et bien sûr, le taux de chômage a baissé de ce fait. Alors, donc ça c'est le premier axe, stabilité et résilience pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir, en fait, pour être clair, c'est soutenir la demande intérieure pour veiller à ce que la croissance endogène ne connaisse pas un affaissement, d'autant plus qu'elle a subi, je dirais de manière forte, la crise du Covid, où le monde s'est arrêté, le Maroc aussi, pendant une période, et il fallait en aucune manière, je dirais, qu'on se retrouve dans une situation où on casse la dynamique qui avait démarré en 2021. Le deuxième élément clé, c'est l'équité et la solidarité. Et en matière d'équité et de solidarité, moi je voudrais revenir à un sujet qui a été porté par le souverain et que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est la protection sociale. Et je voudrais expliquer en quoi cette réforme est révolutionnaire pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de généraliser l'assurance maladie obligatoire pour tous les citoyens. Et mieux que ça, nous nous inscrivons dans une véritable logique d'égalité. Pourquoi égalité? Parce que tous auront la caisse, en fait, seront affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et par conséquent, ils auront accès au même panier de soins. Vous savez qu'une grande partie de la population n'avait pas d'assurance maladie. Aujourd'hui, ils vont l'avoir et en plus, ils vont avoir le même panier de soins et même plus que ça, ils vont pouvoir aller au public ou dans le secteur privé pour se faire soigner. Et donc, l'accès aux soins devient une réalité. Et c'est une véritable révolution. Ça prendra du temps en termes d'exécution, mais aujourd'hui, le fait est là. Nous aurons, dès cette année, 18 millions de personnes qui vont accéder à la sécurité sociale et on va arriver à 22 millions l'année prochaine. Donc, ce qui va constituer un changement important. Et vous le savez, c'est aussi un revenu indirect qui est donné aux citoyens parce qu'il y aura une prise en charge de 100%, 80%, 60% des frais de santé, alors que certains payaient 100% de leur poche et certains s'endettaient pour se faire soigner. Et ça, en soi, c'est un changement majeur. Mais à côté de ça, moi, je voudrais parler aussi d'un autre point et qui rentre dans le cadre de la généralisation de la protection sociale, c'est la généralisation des allocations familiales qui va se faire l'année prochaine, 2023, fin 2023.
Et là, je voudrais qu'on prenne le temps de comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, on avait un tiers de la population qui avait droit à les allocations familiales pour pouvoir protéger leurs enfants, les soutenir. On a Madame la ministre qui est parmi nous aujourd'hui et qui est quelque chose d'important. Uniquement les salariés du secteur public et les fonctionnaires donc de l'administration et du secteur privé, les salariés du secteur privé et les fonctionnaires du secteur public ou salariés. Aujourd'hui, toute la population va avoir accès à cela. Et donc tous les ménages vont avoir droit à un minimum de rentrée stable. C'est-à-dire que les agriculteurs qui attendent en fait la moisson pour avoir un revenu vont pouvoir avoir un revenu mensuel. Et ils vont avoir droit à avoir aussi, je dirais, un compte bancaire. Ils vont pouvoir commencer à programmer leurs dépenses. Ils vont pouvoir payer leur eau et leur électricité. Ils vont pouvoir aussi, je dirais, donc faire en sorte à ce que leurs enfants aillent à l'école, puissent bénéficier des soins sanitaires, etc., etc. C'est le cas j'ai pas des agriculteurs, mais c'est le cas aussi donc des artisans, c'est le cas aussi de nos amis commerçants, etc., etc. Et donc, ça c'est un changement qui est radical, puisque ça sera un minimum, avec 2 enfants, on aura un minimum de 300 dirhams par mois, et qui permet véritablement, de combattre la pauvreté de manière certaine, et deuxièmement, surtout, de les intégrer dans la sphère économique pour être, je dirais, des consommateurs et en même temps agir dans le sens du soutien à la demande. C'est 16 milliards de dirhams par an qui vont être versés pour les citoyens pour qu'ils puissent avoir un minimum de rentrée. Et même les ménages qui n'ont pas d'enfants vont avoir je dirais, ils vont avoir un minimum de revenus grâce à ce mécanisme. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique aujourd'hui, et ça c'est un point parce qu'on souffrait toujours de cela, et ce qu'on est en train de souffrir cette année le montre pleinement, c'est que quand on a une mauvaise année agricole, nous avons une perte importante de revenus du monde agricole et par conséquent une perte importante de la demande et qui impacte largement notre croissance économique. On a réduit la vulnérabilité parce qu'il y a eu une diversification au niveau de l'agriculture où on ne dépend plus que de la céréaliculture et c'est ça qui nous a permis de réduire sensiblement la part de la céréaliculture dans la valeur ajoutée agricole qui est aujourd'hui que 20% alors qu'elle représentait plus de 60% par le passé. Mais en plus, aujourd'hui, avec cette aide directe, il y aura un registre social unique dans ce sens, conformément aux orientations royales, on va permettre de maintenir un minimum de consommation au niveau du monde rural. Parce que le monde rural, 80% dépend des revenus agricoles. Aujourd'hui, ça sera un revenu qui sera stable, assuré. Et par conséquent, cela permettra de réduire largement l'impact des années de sécheresse sur notre économie et donc sur la croissance et par conséquent sur l'emploi au niveau du pays. Sans parler bien sûr du fait que ça aidera aussi à répondre à notre attente toujours au niveau de notre parti qui défend l'égalitarisme social et économique et ce qu'on appelle l'économie sociale de marché, n'est-ce pas mon ami Antonio Lopez, c'est qu'on va aussi répondre à donner un minimum finalement de dignité pour ces citoyens qui ont besoin de ce soutien pour pouvoir, je dirais, assurer un minimum leurs besoins. À côté de ces éléments donc liés à l'équité, à la solidarité à travers la protection sociale, je tiens à dire en parlant de solidarité entre guillemets, entre parenthèses, c'est que nous avons remis en place la contribution de solidarité pour les grandes entreprises et la fameuse taxe sur les superprofits dont tout le monde parle aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, nous on l'a faite en octobre dernier. Et aujourd'hui, en fait, cette taxe, c'est elle qui nous permet de financer la protection sociale, en tout cas en partie. Et cette généralisation. Et que nous allons poursuivre sur cette voie pour pouvoir donc d'abord la maintenir tout au long de cette législature, mais en plus de cela,
nous allons aussi veiller à ce qu'il y ait, je dirais, une imposition qui soit encore plus dans le sens de la progressivité pour pouvoir répondre également à cette attente et assurer cette solidarité qui est nécessaire donc au niveau des différents, sans parler bien sûr de l'élargissement de l'assiette qui rentre aussi dans ce cadre-là. Mais à côté de ces éléments, moi je voudrais parler aussi d'un autre grand axe que nous avons, c'est celui de la réduction des disparités territoriales. Et je dois dire aujourd'hui, pour être clair, que la charte d'investissement qui est en cours de discussion aujourd'hui au Parlement s'inscrit parfaitement dans cette logique. Pourquoi elle s'inscrit dans cette logique? Parce qu'elle a intégré, en plus du soutien, je dirais, au secteur d'activité, le soutien de l'investissement dans les territoires, et notamment dans les territoires les plus reculés. Et mon ami Riyad, ici présent, s'il met une zone industrielle aujourd'hui dans une zone reculée, comme par exemple Figuig, ben, il aurait un mal fou à amener des gens investir là-bas. Par contre, s'ils ont des avantages beaucoup plus importants, ben, il y a des chances que certains investissements puissent s'installer là-bas. Surtout aujourd'hui, ben, j'ai parlé de Figuig parce que nous allons avoir le port Nord-Ouest qui va démarrer en 2024 et qui a un certain nombre de, je dirais, d'opportunités qui s'offrent donc autour de la région et qui permettraient de créer une véritable dynamique en termes d'export pour monsieur le président de l'association des exportateurs pour pouvoir aujourd'hui avoir cette diversification territoriale de nos investissements parce que la nouveauté qu'il y a eu c'est que nous n'avons pas été dans une logique de soutien, je dirais, aux régions, nous sommes allés dans le soutien aux provinces pour faciliter en fait cette dynamique et toute une carte va voir le jour aussi pour pouvoir définir où se trouveront les futures zones industrielles. Et la loi est en cours de discussion aujourd'hui. Ces zones industrielles vont être durables et vont répondre aux critères de l'Union européenne pour assurer qu'ils répondent en fait aux normes donc environnementales donc à l'avenir et donc l'efficacité hydrique, l'efficacité énergétique, la réutilisation des eaux usées s'inscrivent dans le cadre de cette logique, n'est-ce pas, Madame la Directrice? Donc, nous sommes dans cette dynamique pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse aussi assurer un droit, le droit à l'investissement et le droit à l'emploi dans les zones reculées du Royaume. À côté de ces éléments dont j'ai parlé, donc équité et solidarité, moi je voudrais revenir sur un troisième point, et le souverain en a parlé de manière assez forte, c'est le besoin d'avoir les stocks stratégiques. Il en a parlé en octobre et on a vu, juste après avec la guerre en Ukraine, le besoin finalement de renforcer cela. Et en fait, dans ce cadre-là, il y a bien sûr tout ce qui a trait, je dirais, à la souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, dès le mois de novembre, nous allons commencer à produire des vaccins contre le Covid, mais aussi d'autres types de vaccins au Maroc, et qui serviront également pour le continent africain. Nous avons également développé la souveraineté industrielle, qui constitue un élément essentiel pour pouvoir donc renforcer nos capacités de répondre aux besoins du marché, tout en développant la création d'emplois au Maroc, au lieu d'importer. Et il y a eu beaucoup de reconversion, de substitution de l'importation par la production locale et nous avons des capacités qui pourraient, selon Monsieur le ministre, dépasser les 200 et quelques mille emplois, pour ne pas dire 260 000, c'est ça, 260 000 emplois grâce à cela et qui montre aussi, je dirais, la dynamique du secteur privé marocain qui s'inscrit dans cette logique de banque de projets qui vient d'être signée hier, où la partie également sanitaire a été intégrée parce qu'avec je dirais, avec le volet concernant la protection sociale et l'assurance maladie obligatoire, nous allons avoir besoin de médicaments et il serait intéressant qu'on puisse développer et produire ces médicaments ici. Je voudrais également parler de la souveraineté énergétique. Et dans le cadre de cette souveraineté énergétique, évidemment, je voudrais revenir sur un épisode qui a été assez, je dirais, important et qui montre l'intérêt d'avoir cette capacité de se repositionner, de s'adapter. Et je vais l'expliquer. Nous avons nous avons ce fameux gazoduc Maghreb-Europe qui passe par le Maroc.
et nos voisins algériens ont décidé de ne plus l'utiliser et de ne pas nous vendre du gaz, ce qui est interdit par l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons réussi, grâce à l'appui de l'Espagne, de réinverser en fait ce gazoduc, de telle sorte qu'aujourd'hui, on importe du gaz par l'Espagne et qui vient des États-Unis, c'était la première livraison, mais qui peut venir du Qatar, qui peut venir d'un certain nombre de pays. Et nous sommes en train de préparer une barge flottante à Mohammedia pour avoir un autre accès aussi pour nos futures livraisons de gaz. Ce qui montre aujourd'hui que nous avons veillé à assurer la sécurité énergétique de notre pays en développant, je dirais, de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités en la matière. Je voudrais également citer un deuxième point qui est essentiel, évidemment, c'est la souveraineté alimentaire. Pardon, la souveraineté énergétique, je vais revenir aussi sur l'objectif qu'on s'est fixé d'atteindre plus de 50% en fait de notre capacité installée au Maroc qui proviendrait des énergies renouvelables. Et donc nous agissons fortement dans ce sens, sans parler évidemment des projets d'hydrogène vert. Et puis, il y a lieu également de parler de la souveraineté alimentaire avec un effort qui a été fait et nous sommes en train de revoir la stratégie, je dirais, Green Generation, Génération Green, et qui, en fait, pour intégrer en fait, les contraintes en eau, et vous avez vu la dernière disposition qui a été prise par le gouvernement de ne plus subventionner la culture de l'avocat ou d'autres, je dirais, productions consommatrices d'eau de manière excessive. Et aussi, évidemment, nous nous inscrivons dans une logique qui est essentielle dans le cadre de ces trois éléments, qui est aussi la souveraineté régionale. Et là, je vais l'expliquer. Aujourd'hui, le Maroc et le souverain considèrent qu'il est très important qu'on puisse jouer un rôle essentiel pour l'émergence de l'Afrique et pour répondre aussi aux problématiques majeures que connaît l'Europe. Et dans ce cadre-là, nous nous inscrivons dans une logique d'être part de la solution pour la sécurité énergétique européenne à travers le gazoduc dont a parlé mon ami Antonio Lopez, donc le gazoduc Nigeria-Maroc qui va arriver jusqu'en Europe à travers le gazoduc Maghreb-Europe. Nous avons également l'hydrogène vert, où le Maroc se situe parmi les 6 pays les mieux positionnés pour avoir le prix le plus bas en matière d'hydrogène vert grâce à nos capacités que nous avons au niveau de l'énergie éolienne et l'énergie solaire, mais également grâce aux ports que nous avons qui donnent la possibilité d'exporter et au gazoduc que nous avons également avec l'Europe. Et puis, dans ce cadre-là, tout ce qui a trait aussi à ce qui a trait aussi aux énergies renouvelables. Mais je voudrais rappeler, ça c'est pour l'Europe, mais aussi pour l'Afrique, parce que le gazoduc Nigeria-Afrique, contrairement à l'autre type de gazoduc qui est en cours de discussion, c'est un gazoduc qui a un effet développant, puisqu'il touche 13 pays de la CEDEAO et qui touche 400 millions de personnes. 400 millions de personnes qui, grâce à ça, vont avoir l'électricité, 400 millions de personnes où on pourra développer des industries au niveau de ces pays et le Maroc peut jouer un rôle important pour les intégrer dans les chaînes de valeur mondiale, 400 millions de personnes qui vont pouvoir vivre mieux grâce à ce gazoduc. Et à côté de cela, nous agissons également dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il faut savoir que le Maroc a augmenté sa production d'engrais pour pouvoir répondre à 1 200 000 de tonnes, 1 200 000 tonnes supplémentaires, mais on va aller au-delà pour répondre aux besoins mondiaux puisque les prix ont explosé au niveau mondial depuis qu'il y a eu le boycott de la Russie au niveau des engrais. Mais nous avons donné 500 000 tonnes, soit sous forme de dons, soit sous forme je dirais, d'engrais au prix de base du coût de production pour les pays africains, pour les aider à supporter cette hausse massive et leur permettre aussi de maintenir leur agriculture et de maintenir leur population sur place grâce à cette aide et à ce soutien.
Sans parler que nous avons investi en Éthiopie et également au Nigeria 6 milliards de dollars dans le cadre de l'OCP pour pouvoir produire en fait avec l'ammoniac, produire en fait ces engrais pour l'Afrique, pour pouvoir assurer cette sécurité alimentaire en Afrique, sans parler de ce qui se fait pour organiser les petits agriculteurs africains dans le cadre d'initiatives AAA qui continue, qui avait été lancée dans le cadre de la COP22 et qui vise véritablement à améliorer les revenus des petits agriculteurs du continent et en même temps, c'est un élément essentiel, maintenir cette population pour éviter une émigration massive vers le Maroc, mais aussi vers l'Europe. Et dans ce cadre-là, on voit bien que le Maroc joue un rôle important et stratégique en tant que d'abord modèle ayant réussi dans la zone de la rive sud de la Méditerranée à asseoir une véritable démocratie, parce que c'est un processus démocratique qui a démarré dès l'indépendance, qui a connu des étapes malheureuses, heureuses, mais aujourd'hui, nous avons fait le pas important pour asseoir en fait cette démocratie. Nous avons eu la deuxième alternance depuis la nouvelle Constitution. Et deuxième élément, et par les urnes, et ça a été un élément très important, et mon ami Antonio Lopez me le rappelait, que le seul pays qui a réussi à cela, ça a été évidemment le Maroc en la matière. Deuxième élément, face au régime autocratique que nous avons autour de nous, et à la montée de l'autocratisme qui existe malheureusement dans le monde, deuxième élément, c'est que nous agissons en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Et nous agissons également en faveur de la prospérité du continent africain et de l'émergence de ce continent, sans parler, bien sûr, de notre choix stratégique d'être un allié stratégique de l'Union européenne pour pouvoir, je dirais, continuer à arrimer, en fait, le continent africain à l'Europe, mais aussi à renforcer les liens que nous avons avec les États-Unis et avec un certain nombre de grandes puissances mondiales. Je voudrais conclure sur un point, et ça c'est un choix stratégique que nous avons fait. On ne peut pas vraiment répondre à toutes les attentes, d'autant plus dans un climat de crise internationale qui affecte évidemment notre pays. Mais nous avons considéré qu'il était essentiel de mettre l'accent sur certains axes prioritaires. Le premier, ça a été évidemment l'éducation. Nous avons considéré qu'il est essentiel de gagner et de mener à bien la réforme de l'éducation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec les syndicats donc un nouveau statut de l'enseignant pour introduire la notion de productivité, la notion d'efficacité, la notion de renforcement des capacités des enseignants et évidemment d'amélioration de la pédagogie, d'introduction du numérique pour pouvoir faire en sorte à ce que nos enfants puissent être au rendez-vous avec l'histoire et avec les besoins que nous sommes en train de créer grâce à la dynamique économique que connaît le pays. Deuxième priorité, c'est la santé. Et aujourd'hui, la santé, en fait, on vient avec une nouvelle logique et une réforme majeure. Nous avons augmenté de 30% les salaires dans le secteur de la santé pour d'abord améliorer l'attractivité dans le secteur public et aussi, il faut le dire, malheureusement, nous avons 600 médecins par an qui vont en Europe et donc il y a besoin de les maintenir dans notre pays en leur offrant des capacités et des possibilités d'agir dans leur pays et d'améliorer aussi leurs revenus et se projeter dans l'avenir. Mais nous avons aussi, à côté de ça, introduit, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'équité, introduit la notion de régionalisation de l'acte de décision en matière de politique sanitaire, pour faire en sorte à ce que, dans chaque région, qu'on ait un centre hospitalier universitaire qui pilote toutes les, toutes les actions en matière de santé au niveau de la région et qui assure les liens avec les autres établissements de santé, qu'il s'agisse d'hôpitaux provinciaux, régionaux ou des centres de santé, etc. Et puis, à côté de ça, évidemment, nous avons donc mis en place une agence des médicaments pour assurer aussi une meilleure
gestion des médicaments et faire en sorte à ce qu'on puisse être au rendez-vous avec cette réforme majeure. Et le troisième grand axe, évidemment, j'en ai parlé déjà, c'est la protection sociale, et c'est cet état social dont on parle pour pouvoir veiller à ce qu'on puisse avoir une véritable citoyenneté et que les droits qui sont inscrits à la Constitution, comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à une vie meilleure, soient une réalité, la dignité pour tous, et je vous remercie. C'est bon, non? Merci. Donc, je tiens à remercier nos éminents conférenciers pour leur interventions respectives et qui nous ont enrichis d'idées, aussi bien en termes d'analyse de la situation et de sa compréhension qu'en termes de perspective. Donc, comme je l'ai annoncé au départ, nous allons laisser notre cher invité, honorable invité, aller se reposer un peu. Sénézar va l'accompagner, il va revenir un peu plus tard, donc le temps de l'accompagner, mais nous allons continuer nos débats et nos discussions sur la situation, mais surtout sur l'avenir, au moins pour les 2 prochaines années. Donc je vais céder la parole à Sir Rachid Laoui pour animer les débats et inviter les 4 panélistes qui vont donc nous présenter leurs idées par rapport à tout ce qu'on a voulu débattre ce soir. Donc, merci beaucoup, chers amis, encore une fois. Diminuer la facture du transport, et je parle bien sûr du transport conventionné, c'est de légiférer pour faire passer les semi-remorques d'une remorque à 2 remorques, ce qui va permettre avec la même flotte de pouvoir transporter à peu près 70% en plus pour le même. Ça ne demandera rien aux logisticiens en plus, parce que leurs tracteurs aujourd'hui, ce sont des tracteurs qui sont à 470 chevaux, alors que dans le passé c'était 230 ou 240 chevaux. Et aujourd'hui pourront effectivement tracter comme ce qui se passe en Europe, comme ce qui se passe, j'étais dernièrement en Égypte, comme ce qui se passe partout aujourd'hui. Donc ça va permettre aussi de baisser la pression, et même les transporteurs, les premiers, vont être heureux parce qu'ils ont déjà, ça va être un chauffeur qui va transporter 70% de marchandises en plus. Donc je vous laisse imaginer l'impact écologique, l'impact social, et surtout baisser la pression. Parce que du jour au lendemain, il va pouvoir baisser sa facture énergétique de 70% directement. Est-ce que ça veut dire, Hicham Aït, que vous êtes en train de dire concrètement le relais de croissance interne pour 2023 chez nous, c'est en optimisant le transport? Non, je dis quelques petits paramètres. Je ne dis pas que ce sont les paramètres. Sinon, je vais être en Suède bientôt et je vais recevoir le prix Nobel pour l'économique. Non, je vous dis quelques petits ajustements qui permettront de soutenir cette croissance macro et qui vont vraiment, ce sont des petits paramètres très simples à mettre en place. Ce n'est pas des choses qui sont... Le troisième volet que je dirais fiscal, effectivement, vous avez parlé de taxer les gens qui sont, comment dire, qui souscrivent à une retraite complémentaire et tout. Je pense que oui, bon, ça peut être une réflexion. Moi, je dirais, si vous voulez vraiment aussi relancer la consommation, c'est de baisser l'impôt, en tous les cas d'une façon graduelle, sur les bénéfices. Ça va permettre comment dire, au patron qui a bien travaillé de dire, bon, j'ai bien travaillé, pour le premier tiers, je paye 10%, pour le deuxième tiers, je paye 15%, et si je prends plus, je paierai 20%, ou peut-être même le taux de l'IR. Donc là aussi, il faut aussi, si vous voulez que l'investissement reprenne, il faut quand même encourager l'investisseur en tant que personne déjà. Donc, qu'il sache que s'il fait une bonne année, il peut prendre une partie des dividendes
à minima, en être taxé d'une façon minimale, puisqu'il a déjà payé son IS, et que s'il fait des bénéfices, c'est qu'il a contribué déjà à la recette fiscale, et que effectivement, donc moi, ce sont à peu près les petits ajustements que je pense là comme ça. Mais de toute façon, je reviens avec vous sur un ou deux aspects, peut-être avec oui, Rassan ou Kenza, mais juste Kenza Alaoui sur est-ce qu'il faudra compter encore plus sur l'industrie en 2023 pour faire face à cette baisse de la demande externe qui pourrait se produire, en tout cas vis-à-vis du Maroc, puisqu'il y a une menace de récession au niveau des économies développées, qui pourrait aussi impacter les économies intermédiaires comme les nôtres. Et est-ce que l'industrie, avec, je crois, présentation de banque de projets, tout ce qui a pu être fait, est-ce que là, ça peut être le vrai moteur de croissance en 2023, ne serait-ce que pour essayer de compenser ce qu'on pourrait perdre ailleurs? Je confirme, l'industrie est le moteur de croissance, j'en suis convaincue. Il y a plusieurs leviers. Premièrement, les écosystèmes industriels existants aujourd'hui. Ce sont des écosystèmes structurés qui permettent vraiment de tirer cette croissance. On a au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce des feuilles de route bien structurées et claires dans les industries avec les métiers nationaux, dans l'automobile, dans l'aéronautique. On a des feuilles de route sur les 5-10 prochaines années où on maîtrise complètement, mais je le dis en toute honnêteté, on maîtrise complètement la chaîne de valeur dans ces secteurs et on sait aller dans le détail pour connaître le maillon, le chaînon manquant qu'il faut aller chercher pour permettre à l'industrie d'aller plus loin et de répondre à la demande des constructeurs. Est-ce que ça veut dire sur ce point-là, Kenza Alaoui, que vous anticipez aussi, je parlais de système d'anticipation, le basculement au niveau du modèle énergétique qui se profile aussi? Est-ce que ça, c'est déjà intégré? Exactement. Oui, mais ça se traduit comment vous dites? Exactement. Ça va être l'hydrogène vert qui va être introduit ou ça va être le gaz combiné au charbon, je ne sais pas? Il y a plusieurs choses. On ne peut pas répondre à la question avec une phrase parce qu'il y a une complexité telle qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà une première réponse à l'industrie qui doit être compétitive et compétitive décarbonée à travers l'introduction des énergies renouvelables. Il y a l'utilisation du gaz qui va nous permettre d'attirer des industries énergivores. Il y a, il y a dans l'automobile le basculement vers le véhicule électrique. Là, rien que dans cette phrase basculement vers le véhicule électrique, c'est tout un travail qui est fait et qui est fait jusqu'au dernier maillon. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'intégration locale. Dans l'automobile, on sait que 64% de la valeur du véhicule est achetée au Maroc. Maintenant, quid de ce qui va se passer dans le véhicule quand il basculera au véhicule électrique? Ce n'est plus les mêmes pièces, ce n'est plus la même structure du véhicule. Et là, on anticipe. Donc, on sait que dans le véhicule électrique, il y a la batterie qui va représenter à peu près 30% de la valeur achat du véhicule. Donc, on anticipe. Et là, on est dans la tactique. On est dans la tactique industrielle. Comment le pays se prépare à avoir de la batterie électrique au Maroc. Comment le pays peut biper dans les radars. Et là, c'est tout un travail qui est fait pour aller chercher justement toute la chaîne de valeur à partir du cobalt, à partir du manganèse, à partir du phosphate, pour remonter jusqu'à la batterie et biper dans les radars. Est-ce que ça veut dire là-dessus, juste avant de donner la parole à Rassan, que vous dites le véhicule électrique, c'est demain, voire c'est aujourd'hui? Le véhicule électrique, c'est aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire par rapport à l'expérience, retour d'expérience sur le véhicule traditionnel qui est produit, fabriqué avec des taux d'intégration a priori extrêmement élevés au niveau de Tangemed, est-ce que ça va être la même chose sur le véhicule électrique ou alors ça va être un autre modèle qui est en prévision? C'est un autre modèle et c'est un autre modèle où on sait ce qu'on doit aller chercher parce qu'on sait comment le véhicule va passer du thermique à l'hybride, à l'électrique. Donc on sait qu'est-ce qu'il y a dans chacun des véhicules et donc c'est un modèle qui est différent à chaque fois. Construction du premier véhicule électrique au Maroc en 2023, 2024, il y a un target? Construction du premier véhicule au Maroc est déjà faite, puisque dans l'usine de Kenitra Stellantis, on produit déjà la Citroën Ami et l'Opel Rox-i, véhicules exclusivement produits au Maroc et distribués à partir du Maroc vers le monde entier. Le deuxième véhicule, mais plusieurs modèles. Le deuxième véhicule viendrait chez Renault, qui va démarrer en octobre 2023 la production de la Mobilize Duo.
qui est aussi un véhicule électrique. Entièrement électrique? Entièrement électrique, dans la même gamme que la Citroën Ami. Avec un taux d'intégration, on peut avoir une idée ou pas? Pas encore. Pas encore, c'est confidentiel. Moi, je le connais, mais... Voilà, en tout cas, elle ne le dira pas aujourd'hui. Hassan, peut-être. Et juste avant de donner le micro, comme je porte la casquette de l'industrie, Selhaïd a dit quelque chose qui m'a un peu irritée, je dois répondre. Ah, irrité carrément? Oui, parce que la commande publique... Non, irrité. Oui. Irrité, elle l'a dit, elle l'assume, irrité. J'assume. Donc la commande publique doit justement faire appel à l'industrie nationale, mais l'industrie nationale doit être compétitive. On défend l'industrie, mais on défend une industrie nationale compétitive. On est capable de l'être. Il suffit juste d'avoir un marché durable, un marché dans le temps, et l'industrie nationale peut être compétitive. Et avoir un capital marocain plus important, plus engageant dans l'investissement, c'est ça aussi, non? Quand Exactement. on prétend la commande publique, il faut aussi investir dans son pays. Hassan, peut-être réagir par rapport à... Oui. En fait, moi, ce ne serait pas forcément pour réagir par rapport à l'industrie. Je crois que l'Alliance est souvent attendue dans ces moments-là, juste avant que le projet de loi de finances ne sorte, sur des propositions. D'accord ? On ne va pas aller dans le détail des propositions, parce que ce ne serait pas le forum, mais je pense qu'il est important de dire, en lien avec la discussion précédente, qu'il faut qu'on ait une capacité maximale d'investissement. D'où le fait que pour le pouvoir d'achat, il faille mieux orienter l'effort. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de réformes qui sont finalement toutes urgentes et que l'on doit réaliser simultanément. On n'a pas le luxe de pouvoir se dire ce mandat, on en fait une, et le mandat prochain, on en fait une deuxième. Je cite les deux dont a parlé le secrétaire général, l'éducation et la santé, la réponse à l'urgence au stress hydrique, la pérennisation des régimes de retraite, qui est un enjeu de très court terme, la transition énergétique, entre autres. D'accord ? Et pour cela, il faut avoir des capacités de CAPEX importantes. Aujourd'hui, on a un système fiscal qui est fortement concentré. L'informel fait que 8 salariés sur 10 sont sous des radars. Sur les 2 restants, le ministère des Finances annonce 60% qui sont exonérés. Il y en aura encore plus à partir de 2023. Donc, finalement, l'impôt sur le revenu est payé par un petit nombre. On arrive, le constat est le même au niveau des sociétés. On parlait des 2% qui payaient 80% d'hier. Je crois qu'au moment des dernières assises de la fiscalité, ce n'était plus que 0,8% qui payaient toujours 80% d'hier. Donc une concentration encore plus forte. Il faut sortir de l'élargissement de l'assiette comme étant un slogan. Il faut mettre en place des mesures effectives pour que l'effort de solidarité, et je crois que tout ce qui est en train d'être mené fera a priori qu'il y aura un regain civique, un regain de civisme fiscal, mais on ne peut pas éternellement penser qu'un salarié sur 10 qui paye l'IR c'est 50 milliards de dirhams. En fait, Hassan, vous êtes en train de dire que fondamentalement, le financement de notre croissance économique de 2023 ou 2024, en tout cas à partir de 2023, doit se faire en interne. C'est-à-dire que l'argent, il faut aller récupérer. Je dis à Serrachid qu'aujourd'hui, que ce soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, il est payé par un nombre qui est microscopique, d'accord. L'IR, c'est 50 milliards de dirhams par an, et c'est en même temps, les 50 milliards de dirhams, c'est les 32 de la caisse de compensation et les 24 de déficit de l'ONE. C'est-à-dire que ce seul salarié sur 10 paye la bonbonne de celui qui en a besoin, et il est très content. Par contre, parfois, il paye la bonbonne de celui qui n'en a pas besoin et il est moins content. Et le pire, c'est quand il paye la bonbonne de celui qui n'en a pas besoin et qui fraude le fisc. Là, il n'est pas content du tout. Donc, il y a un sujet... Oh, absolument. Il y a ça qui doit être une rupture forte. C'est-à-dire que si on ne fait pas ces types de ruptures, on aura du mal
à faire les ambitions que nous avons. Deuxième chose, c'est sur ce point-là, si vous permettez, Hassan, est-ce qu'on peut faire ça en 2023 si on a un prix du gasoil et de l'essence à 15-16 dirhams, si on a une inflation continue des produits alimentaires autour de 20-25%, est-ce que c'est des mesures et des réformes, selon vous, qui pourraient être mises en place et effectives en 2023? C'est-à-dire qu'en 2023, fiscalement, on peut faire en sorte que plus de gens, on ne va pas du jour au lendemain inverser la tendance, mais on ne peut pas en faire seulement un slogan. Et on se retrouve devant une situation où la concentration augmente d'année en année. Donc on ne peut pas dire oui, on fait ça, mais on élargit l'assiette, alors que la réalité est tout autre. Deuxième chose, c'est qu'au Maroc, on sait taxer les flux, c'est-à-dire le travail, quand il y a un salaire, on sait le taxer, les profits d'une entreprise, la consommation, on sait taxer ça. On ne sait pas taxer la matière inerte, le patrimoine. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on voit l'étendue des chantiers qui nous attendent, peut-être qu'il faut aussi réfléchir à de nouvelles poches. Parce que quand on a les mêmes impôts, si on a plus de rendement fiscal, on va aller chercher 2, 3, 5, 10% de rendement de plus. Mais si on a de nouveaux impôts qui participent à cette solidarité, je pense que ça pourrait être une piste. Enfin, je crois que toutes ces mesures, notamment la protection sociale, qui finalement est de protéger les Marocains contre les conséquences économiques des risques sociaux. Les risques sociaux, c'est positif, négatif, un enfant, une maladie, une retraite. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Marocains qui vivotent tant qu'ils n'ont pas d'événement particulier. Et dès qu'il y a un événement particulier, c'est là où ils piquent du nez. Donc, ça fait partie aussi de la protection du pouvoir d'achat. On a beaucoup d'ambition, mais il faut se doter aussi des moyens. Les moyens sont fiscaux et les moyens sont de financement innovant. Et je pense que... On va y revenir justement sur le financement et sur le financement innovant. C'est Mohamed Kettali, peut-être réaction par rapport à ce qu'a dit Rassan. Et je voulais peut-être être un peu plus, je ne sais pas, pragmatique, je ne sais pas. On sait très bien que les besoins du financement de notre économie nationale dépassent les 100 milliards de dirhams. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées et mises en place déjà, mais d'autres choses qui vont être mises en place pour financer un État social. C'est-à-dire que le Maroc va dépenser de plus en plus d'argent, mais on ne parle jamais de l'État économique. Et donc dans le financement de tout ce qu'il va falloir financer en matière de politique et de dispositifs sociaux. Est-ce que là-dessus, selon vous, Mohamed Kettali va se montrer ingénieux et innovant en 2023? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais... il y a déjà, il y a des mesures qu'on peut qualifier d'ordre fiscal et des mesures qui sont non fiscales. Micro, s'il vous plaît, merci. Des mesures non fiscales. Hassan a parlé tout à l'heure je voulais simplement revenir, mais très rapidement, sur l'informel. Je pense qu'on n'y échappera pas. On n'y échappera pas. Tout le monde s'accorde à dire que plus ou moins, ces 30%, ça représente 30% du PIB. Le PIB, si on est à 115, 120 milliards de dollars, si vous prenez 30%, on est entre 350 et 400 milliards de dirhams, qui sont un peu, non fiscalisé ou peu fiscalisé, appelez ça comme vous voulez. Donc on ne peut pas rester comme ça. Moi je ne parle pas de l'informel vivrier. Les gens qui sont sur les 50 dirhams au jour le jour, etc., on comprend parfaitement. Mais il y a un informel plus structuré, plus volumineux, plus architecturé. Et je pense qu'il faut peut-être aller chercher des choses là. Et ça fait un moment qu'on en parle, c'est un vrai serpent de mer. Je pense qu'il va falloir s'y attaquer. Alors, ce que ne dit pas son nom, l'informel, c'est que l'informel est une niche fiscale. L'informel est une dépense fiscale. Ce n'est inscrit nulle part, il n'y a pas d'échéance, mais c'est la réalité. Ce qui me fait parler aussi de la niche et de la dépense fiscale. Aujourd'hui, nous sommes sur à peu près 30 milliards de dirhams. Bon an, mal an. Grosso modo, un cinquième va à l'immobilier, un autre cinquième va à tout ce qui est retraite, épargne, etc., l'export, la pêche. Bon, avec ça, on a fait pratiquement 75%. En termes de nature d'impôt, c'est 45% qui va à la TVA et puis 15-15 pour l'IR et l'IS. Donc, est-ce qu'on veut garder ces 30 milliards? Peut-être. Mais dans ce cas-là, il va falloir sérieusement évaluer ce que nous rapportent ces 30 milliards. Ce qui, à mon sens, n'est pas fait. C'est-à-dire le dirham qui est. Je reviens au dirham investi. Quel est son sa rentabilité, son impact. Quel est son impact socio-économique sur ce dirham que nous dépensons? Si avant c'était important, aujourd'hui c'est primordial. D'accord? Donc voilà on peut décider de le garder, mais il va falloir vraiment faire un bilan de la chose. Maintenant, on peut décider de le baisser. On est à 30 milliards, effectivement. Est-ce qu'il faut rester à 30 milliards?
Est-ce qu'il ne faut pas baisser à 15? Est-ce qu'il ne faut pas baisser? Je pense qu'il faut discuter ou mettre le curseur. Ça, c'est le deuxième aspect. Il y a un autre aspect dont je voulais parler, c'est sur un plan plus fiscal, et le secrétaire général en a parlé, c'est le surper-profit. Il y a certains secteurs qui font de très grands profits. Je pense à l'énergie, au télécom, au ciment. Voilà, il y a un tas de... écoutez, dans le cadre de la solidarité, ce n'est pas déraisonnable de dire, écoutez, oui, ces secteurs peuvent contribuer avec par rapport au surplus qu'ils ont engendré pour justement financer. Vous savez combien évaluait la réforme sociale, y compris la retraite, la santé, etc. Il y a un an, elle a été évaluée à 51 milliards de dirhams. 51, ouais. 51. Il va falloir les trouver. Donc, il faut racler les fonds de tiroir, moi je dis. Il faut aller chercher là où l'argent est. D'accord? Donc, deuxième mais est-ce que selon vous, c'est parce que ça me paraît extrêmement important, excusez-moi de vous interrompre, oui, bien sûr. est-ce que selon vous, par rapport à 2023, il y a les projets de loi de finances et les débats d'orientation, en tout cas, qui va s'ouvrir, est-ce qu'il faut continuer le train de dépenses dans lequel nous sommes aujourd'hui au niveau de la dépense publique et continuer, parce que les Baraka disaient que de toute façon, le maintien de l'investissement public va être maintenu. Oui. Donc du coup, est-ce que selon vous, il faut continuer à maintenir aussi le niveau de dépenses publiques extrêmement élevé chez nous déjà en 2022 et qui risque d'être encore plus important en 2023? Moi, il y a deux choses qu'il faut maintenir. Je rejoins le secrétaire général au niveau de la maintien de la dépense publique, investissement, j'entends, puisque cette année, je pense que le budget était de 245 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous sommes sur un taux de réalisation, j'ai cru lire, de 50 ou 55%, on va dire, ce qui est bien, il faut maintenir. Pourquoi? Parce que cette dépense a un impact énorme sur la création d'emplois et le maintien des entreprises. Et donc, même si on sait que le rendement de l'investissement public est beaucoup trop faible et un des plus faibles au monde. Oui, mais les rendements ne se font pas du jour au lendemain. Là, ça prend du temps. Deuxième nature